Tout le monde est en attente du remaniement, mais la vie politique continue. Au Parti communiste, on a du mal à être unis. Et puis à la France insoumise, on part à la conquête des quartiers en vue d'une grande réunion qui aura lieu au mois de novembre. C'est avec Alexis Corbière qu'on en parle ce matin de tout cela, et qui est député de la France insoumise. Député de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Alors, remaniement, vous attendez un grand remaniement, un petit remaniement, qu'est-ce que... Bon, dans la position qui est la mienne, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une note politique qui soit menée. Alors, est-ce que ce remaniement peut s'accompagner d'une autre politique? Moi, je crois les gens sur parole. J'ai l'impression que ce gouvernement, que ce soit M. Macron, M. Philippe, veut continuer dans la même voie. Personne n'a fait entendre de manière significative une autre orientation. De ce que je vois à l'Assemblée nationale, de toute façon, c'est la même ligne qui continue. C'est-à-dire, c'est une ligne que vous qualifiez de quoi? Qui considère que le problème de ce pays, c'est que le Code du travail est un obstacle, il y a trop de règles, trop d'aides sociales qui sont données, et qu'il faut, y compris, rendre encore plus d'argent aux plus fortunés, je ne parle même pas aux classes moyennes supérieures, mais aux très riches, pensant que ça va ruisseler, on connaît ça, et tout ça ne marche pas. Donc bon, c'est un gouvernement très dur, j'ai envie de dire plus libéral encore que ce qu'on a connu précédemment quand c'était des gouvernements. Est-ce que c'est vraiment sa politique qui est en question là, ou plutôt des attitudes, de cafouillage moi je crois, parce que ce qui se passe... comportemental, je dirais. Bon, il y a des comportements, qu'il y a des cafouillages comportementaux, mais quand vous avez un Nicolas Hulot qui dit « moi je m'en vais parce que de toute manière je suis la caution d'une orientation politique qui n'intègre pas l'écologie, et pour ces raisons je suis totalement impuissant, je préfère partir », c'est un signe fort, parce que l'écologie est un sujet central. Quel que soit ce que nous pensons tous, les gens qui nous regardent, lecteurs du Figaro, j'imagine qu'ils ne sont pas d'accord avec la France insoumise sur beaucoup de points, mais au moins qu'on partage le fait qu'attention, notre système économique remet en cause la planète elle-même, et là il y a quelque chose de fondamental. Quand vous avez après... Vous apportez des solutions, vous, la France insoumise? Moi, nous, on propose la règle verte, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas, que ce soit considéré comme interdit, le fait qu'on soustrait à la planète plus que ce qu'elle peut reproduire elle-même, d'accord? Par exemple, c'est une proposition, vous savez que désormais, la date, chaque année, cette date, vous en parlez sans doute au Figaro, qui fait que le moment où on a épuisé nos réserves naturelles sur une année, désormais, là, on est quasiment, on est début août, et chaque année, quasiment, on prend 3-4 jours. Donc attention, il y a un système de production qui doit nous interroger. Je le dis d'autant plus que moi, que je n'ai pas toujours été écologiste, j'ai été plutôt d'une tradition qui était plutôt productiviste, etc., qui pensait qu'il fallait produire, qu'on allait partager les richesses. Mais je dis, il faut changer de paradigme, de manière de voir, il faut une transition écologique, même par exemple sur le nucléaire qui a assuré un peu, on va dire simplement, mais ce n'était pas si simple, l'indépendance énergétique de la France. Aujourd'hui, l'intelligence et la puissance de la France va nous permettre de dire, ben voilà, on met en place aujourd'hui des nouvelles filières industrielles pour développer, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit l'éolien, que ce soit le maritime, etc. Voilà, il n'y a rien. Tout à fait inaudible là-dessus. Totalement inaudible, y compris le titre de champion de la Terre d'Emmanuel Macron est quasiment un gag, parce que franchement, on est très en retard par rapport à beaucoup d'autres. Enfin, vous avez vu le rapport du GIEC qui dit qu'on peut y arriver peut-être, mais il faut prendre des décisions. Et ce qui est sûr, c'est que le gouvernement français ne se situe pas vraiment dans le peloton de ceux qui prennent les meilleures décisions. Alors, je reviens à votre question. On va voir les femmes et les hommes qui portent ça. Mais franchement, pour utiliser une métaphore footballistique, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur du banc de touche, en termes de remplaçants. Les noms que je vois, je ne veux pas être cruel, sont quand même des quatrièmes couteaux. Quand je vois que même le nom de Bruno Julliard en est à point de rentrer au gouvernement, je me dis au secours. C'est un quatrième couteau, Bruno Julliard. Et encore, un canif, quoi. Non, surtout, c'est un homme aux convictions, comment dirais-je, tellement malléable que ça en dit long sur... Enfin, je ne veux pas être cruel, mais on verra. Après, je répète que moi, je suis inquiet de voir qu'on va s'en prendre dans l'enseignement professionnel. J'ai vu ce que déclarait M. Blanquer. On va s'en prendre à beaucoup d'aspects importants de notre vie. Alors, je parlais du Parti communiste tout à l'heure, parce qu'il y a eu une réunion, un vote sur des textes qui doivent être présentés au congrès extraordinaire du parti au mois de novembre. Et Pierre Laurent, qui est le secrétaire national du Parti communiste, a été mis en minorité à l'occasion de ce vote. Son texte a été mis en minorité. Ça veut dire quoi ? Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas un membre du Parti communiste, je n'ai jamais été. Ce sont des alliés pour vous. C'est une défaite pour Pierre Laurent, qui, à mon avis, il paye le prix d'errement, d'hésitation. Il a volontairement fracturé le Front de gauche en 2014, on va dire, en faisant de ce qu'était le Front de gauche. On s'en souvient, une alliance dans laquelle nous étions à l'époque. Lui, il en a fait quelque chose à géométrie variable, où selon les moments, le Parti communiste ne l'envisageait que comme une manière de sauver ses propres élus. Ça a pris concrètement la forme dans certaines villes comme Paris. Ils ont préféré au premier tour
tour faire alliance avec le PS et devenir de plus en plus polarisé par le PS, qui était déjà en crise, etc. Nous, avec la France Insoumise, on a fait totalement un autre choix. Ce qui a amené, peut-être, vous êtes fait un observateur, vous l'avez vu, mais lors de l'élection présidentielle, pendant un moment, le Parti communiste ne nous a pas soutenus. Ceux qui ont été les plus rudes, je me souviens d'Olivier d'Artigol, c'est le porte-parole du PC, très violent, méprisant vis-à-vis de notre campagne électorale. Ce sont plus les alliés pour vous? Moi, surtout, je demande, je ne sais pas trop où ils en sont. Donc, de tout ça, Pierre Laurent a été battu par les adhérents. Alors, la question, c'est que le texte... Est-ce que André Chassaigne, il n'est pas tellement plus favorable? Alors, moi, ce qui me semble être une difficulté... C'est le président du groupe. Qui est un homme entier. Moi, je veux dire, au moins, il ne triche pas, mais je crois qu'il ne règle aucun de leurs problèmes. Parce que le texte André Chassaigne qui arrive en tête est un texte, je vais être simpliste, mais un peu identitaire. Vive le Parti communiste qu'il faut réaffirmer. Oui, mais ok, and so what, comme dirait l'autre. Et après, et qui porte un peu en lui le fait qu'il faut renouveler l'union de la gauche avec le PS. Et à l'occasion des prochaines élections municipales, le PS me semble dans une crise totale. Moi, je pense que... Vous n'en voulez pas d'union de la gauche, vous? C'est-à-dire que s'il s'agit de rattacher des petits sigles en crise et de nous vendre le fait qu'il faut, parce que nous serions de gauche, entre guillemets, nous mettre d'accord avec des forces en crise comme le Parti socialiste, ça n'a pas de sens. La question, c'est aujourd'hui, il faut comprendre, il y a eu un basculement complet nouveau de la vie politique, il faut agréger des forces. Nous, on est pour fédérer le peuple, plutôt que cette union de sigles qui souvent n'a aucune portée propulsive. Il y a des forces à l'intérieur du Parti communiste qui sont assez favorables à la rapprochement avec Mélenchon. Je pense à un député de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle Stéphane Peu. Oui. Il est plus favorable à vous, par exemple, que Yann Brossat. Bien sûr. Ah oui, c'est clair. Non, mais Stéphane Peu, lui, il est assez favorable à nous. Yann Brossat, le problème, ce que j'ai vraiment détesté, c'est qu'il a, pour essayer de coller un peu à la ligne Chassaigne qui était très anti-Mélenchon, il en a rajouté des tonnes ces derniers mois, de manière outrancière, en nous insultant, en exacerbant des sujets. Bon, lui qui en plus il est connu pour un opportunisme vis-à-vis du PS à Paris, totalement collé à Hidalgo. L'avez-vous entendu une seule fois critiquer Anne Hidalgo et le Parti Socialiste de Paris? Jamais, d'accord? Donc ce monsieur est arrivé en faisant des leçons à tout le monde, il débarque comme ça. Bon, je veux dire, en plus scotché dans des scores quand même assez tristes pour le Parti communiste. Et il a essayé d'exister médiatiquement en disant « Je n'ai qu'une seule chose à dire, j'ai dit du mal contre Mélenchon ». Ça fait un peu court pour aller devant les électeurs. Aux européennes, la France insoumise va y aller seule? Non, nous, on agrège beaucoup. Vous allez voir sans doute que même au sein de d'ex-grandes formations politiques, il est possible au Parti communiste, au Parti socialiste. Oui, il est possible qu'il y ait des gens qui nous rejoignent. Vous savez, on a la liste la plus, en réalité, large, avec des syndicalistes, des représentants associatifs, des anciens écologistes, je pense à M. Coronado. Il y a beaucoup de personnalités. Ça sera quoi la ligne? La ligne, c'est celle qui est là. Nous, dans le cadre des traités actuels, on ne peut pas changer l'Europe. Donc vous dénoncez les traités actuels? Nous, on ne veut pas mentir aux Français. Tous ceux qui vont venir nous dire, comme l'ont fait souvent les socialistes, et maintenant l'Europe sociale, il faut changer d'Europe. Mais on ne remettra pas en cause les traités, franchement. C'est pas votre discours. Voilà. Et nous, on est pour, clairement, utiliser le poids de ce que représente la France, 18% du PIB de l'Union européenne. Nous pensons que ce serait un poids important pour renégocier des traités qui, chaque fois que l'on a donné la parole aux Français, ont été rejetés d'ailleurs. Si on dénonce les traités, oui. Qu'est-ce qui se passe après? Ça veut dire qu'on est sorti de l'Europe? Une crise qui est ouverte. C'est pas qu'on sort de l'Europe. L'Union européenne sans la France n'existe pas. L'Union européenne sans la France, ça n'existe plus. Donc nous pensons qu'il y aurait un poids. Mais si on dirigeait le pays, que les choses soient claires, c'est peut-être pas les élections européennes qui vont régler tout ça. Les élections européennes doivent être l'occasion d'exprimer une orientation critique, selon nous, mais pas une critique xénophobe comme certains le portent. Il faut sortir de l'alternative, soit libéraux, soit xénophobes. Nous, on peut faire entendre une voix. Et après, c'est aussi l'occasion. Parce que, vous savez, il faut être très concret vis-à-vis des gens. Quand, par exemple, il y a une réforme des retraites qui se prépare, qui souvent est impulsée par la Commission européenne, nous disions il y a un lien entre la politique de Macron et ses élections européennes, on peut, dans un même bulletin, le bulletin 2 en 1, dire non à Macron, non à l'Union européenne libérale. On a senti quand même que sur des sujets, à l'intérieur de la France insoumise, les discours n'étaient pas tous les mêmes. Oui. Sur l'immigration, notamment. Oui. Le discours de Jean-Luc Mélenchon dit « Moi, je ne suis pas hostile à l'immigration, mais l'immigration, attention, il ne faut pas que ça fasse augmenter les salaires, ou baisser les salaires plutôt, au contraire, baisser les salaires et que ça prenne l'emploi des nationaux. » C'est pas ça que nous avons exprimé. Ce que nous disons, ce qui me semble être, parce que j'ai cherché moi aussi à comprendre, au-delà de l'aspect politicien que j'ai dénoncé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir de certains. Nous pensons qu'il faut aussi aller à la racine des problèmes. On ne peut pas être indifférent devant le fait qu'il y a des millions de gens, 258 millions de gens selon l'ONU ou différents organismes internationaux qui aujourd'hui sont sur les routes en raison des dérèglements climatiques, des guerres, notamment des traités de libre-échange qui ont fiché à bas des économies. Et il faut se poser le problème, est-ce que les gens ne doivent plus fuir leur pays parce qu'ils sont contraints au risque de leur vie? D'accord? Ça, si. Donc il faut à la fois le droit d'asile. J'imagine que personne, quelle que soit sa position sur l'immigration, ne souhaite voir des pauvres des pauvres gens mourir dans la Méditerranée. Ça suffit. Cette mer qui a été un berceau en plus de notre civilisation ne doit pas être un gigantesque tombeau. Donc moi, je salue le travail que fait l'Aquarius, M. Valla. Franchement, il faut arrêter de les montrer du doigt et de considérer qu'ils seraient responsables de la situation. Ils n'instrumentalisent pas justement la misère des migrants? Attendez, non. Même vous, je veux dire, pardon. Quel
quelle que soit l'opinion, même ceux qui nous regardent au Figaro, je sais bien qu'ils en sont d'accord avec moi, mais vous n'accepteriez pas que 70 personnes, 200 personnes meurent au sein de la Méditerranée. C'est une question, y compris de règles de la maritime depuis toujours. Et une fois qu'on a posé ce débat-là, évidemment qu'on est face à un problème particulier et qu'il faut prendre notre part, qu'il ne faut pas que les travailleurs étrangers servent aussi à faire baisser les salaires. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous demandons l'abrogation de la directive des travailleurs détachés, qui sert trop souvent de prétexte à des employeurs d'embaucher des gens, notamment parfois d'autres pays de l'Union européenne, et de les payer moins cher parce qu'ils ils répondent pas aux mêmes conventions collectives. Bon, donc on est pour l'égalité des droits, ça a toujours été notre tradition, ça. Mais une fois qu'on a dit ça, nous, quand on dit qu'il faut aussi se poser la question des causes, des gens disent « Ah non, il ne faut pas s'interroger sur les causes, il y aura toujours des migrations. » Mais oui, il y aura toujours des migrations. Mais là, quand même, il y a un phénomène... Donc il faut aider davantage les pays de départ. Je crois. Il faut arrêter les traités de libre-échange, notamment, qui ont fiché à bas des économies. Écoutez, moi, je reviens du Mali. Je suis allé dans une mission parlementaire voir nos troupes dans le cadre de la mission Barkhane, Mali et Niger. Quand vous avez une discussion où on vous dit que... Montreuil est une des premières villes maliennes. Oui, mais bon, là, en l'occurrence, c'est une coïncidence. Mais il y a beaucoup de Maliens aussi à Montreuil. De Caille. Voilà. Quand on vous dit que certains États... En l'occurrence, c'est un des deux États que j'ai cités. En l'occurrence, le Mali, je vais le dire, est quasiment dans une situation de faillite, d'absence de contrôle de région entière, de toute la région nord du pays. Et que vous avez des milliers de gens, des centaines de milliers qui fuient, etc., avec des migrations souvent internes à l'Afrique. Mais on doit, nous, se poser la question de comment, premièrement, peut-être essayer de comprendre la responsabilité qu'on peut avoir nous aussi dans la destruction de ces États, et puis comment on aide sur le plan international à la reconstruction de pays. Bon, est-ce que quand j'ai dit ça, je suis hostile, comment dirais-je, est-ce que j'ai exprimé une position qui doit amener aux insultes que j'ai vues? C'est absurde. Et pour terminer, vis-à-vis de l'Allemagne, attention, le mouvement Aufstehen, il faut le lire avec précision, et beaucoup de sottises ont été racontées. À ma connaissance, ça n'est pas un mouvement anti-migrant. Moi, j'ai lu leur manifeste, je l'ai fait traduire en français, il n'y a pas une seule fois la question de l'immigration qui est posée. Donc, vous voyez, on a exercé. C'est Macron qui veut fabriquer un faux agenda. En gros, les progressistes et les xénophobes, et choisis ton camp camarade, Macron ou Salvini, nous, on va choisir autre chose, le camp du peuple. Vous allez à la conquête des quartiers, je l'ai dit en introduction, puisque vous allez avoir une grande réunion mi-novembre. Et alors, Éric Coquerel, qui était dans un quartier ce week-end, disait c'est là où les 600 000 voix qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour être présent au deuxième tour nous ont manqué. Oui, c'est les voix des quartiers qui vous ont manqué? Non, c'est les voix populaires. De toute façon, on ne pourra gagner que si on fait reculer l'abstention, que si on fait participer le citoyen. Et nous... Mais les quartiers, vous y alliez pas déjà dans les quartiers? Mais moi, j'y habite. Je veux dire, j'habite la Seine-Saint-Denis, j'habite Bagnolet. Donc, de toute manière, le problème, moi, mes enfants vont à l'école à Bagnolet. Plus, alors, non, la question, c'est comment, surtout, qu'on comprenne comment on fait émerger toute une série de gens, d'associations. Moi, je pense dernièrement, dans un quartier, la Capsulerie, des gens se sont auto-organisés pour le problème des ascenseurs. C'est où ça? La Capsulerie, c'est un quartier à Bagnolet, un gros quartier qui fait souvent parler de lui parce qu'il y a du trafic de drogue, il y a eu des violences dernièrement. Vous voyez, la réponse à la fois, moi j'ai demandé d'ailleurs à Gérard Collomb qu'il y ait des moyens supplémentaires de la police, il m'avait répondu par un courrier, tout va bien. Parce que je dis ça parce que je l'ai vu l'autre jour, il dit il y a des problèmes. Enfin, quand moi je lui écris parce que je souhaiterais un commissariat de plein exercice dans le quartier, il m'envoie promener, mais les gens ils se mobilisent parce que les ascenseurs ne fonctionnent pas, parce que l'école souvent a des problèmes, parce que le centre de quartier il est fermé, etc. Donc tous ces gens qui s'organisent, moi c'est ça surtout. Qu'est-ce qui va se passer cette journée du mois de novembre? Donc voilà, le 18 novembre, on va faire un rassemblement. On aimerait que dans toute une série de quartiers populaires qui cumulent les difficultés, l'absence de services publics. Je vais vite, mais attention, il y a eu un rapport parlementaire l'autre jour qui a amené à ce qu'on soit reçu par Édouard Philippe, tous les parlementaires de Seine-Saint-Denis, qui effectivement acte le fait qu'il y a moins d'investissements publics, notamment en Seine-Saint-Denis, qui est à l'image de ces quartiers populaires. Donc on va essayer de faire émerger des acteurs, leur donner la parole, l'aider à l'auto-organisation. C'est que ça, c'est pas quelque chose. C'est une nouvelle stratégie quand même de la France Insoumise. Parce que par exemple, demain, il y a une action. On était déjà présents dans les quartiers. En Seine-Saint-Denis, on a beaucoup de députés France Insoumise. Il y a une journée d'action syndicale demain. On sait que pendant la première année du quinquennat, votre leitmotiv, c'était on va mettre la France dans la rue. Vous allez y participer à cette journée d'action syndicale? Demain, c'est une journée syndicale, mais j'y serai dans mon rôle. C'est plus votre objectif de mettre la France dans la rue? Mais pourquoi? Non, mais attendez. Parce que ça n'a pas marché, en fait. Dans la rue, en soi, c'est comme moyen, c'est pas un répondre. Moi, je souhaite diriger le pays, je souhaite apporter des réponses aux gens, je souhaite que la souffrance sociale soit. Vous souhaitez diriger le pays? Vous souhaitez que Jean-Luc Mélenchon soit président de la République, par exemple? Je pense que c'est nécessaire pour le pays. Je veux dire, et les organisations syndicales font leur boulot. Nous, on cherche à conquérir le pouvoir, à convaincre la majorité de ce pays qu'une autre politique est possible, plus écologique, plus sociale. Passer en 6e République, ça suffit, cette 5e République qui étouffe, qui met le citoyen à distance, qui amène ces histoires de Benalla, dans lequel, parce que tu es proche du président, tu peux te permettre tout et n'importe quoi. Donc, et qui est une distorsion de la représentation de ce que pense notre pays par rapport à la représentation nationale. Beaucoup de chantiers, voilà, sur qu'on travaille, mais demain, il faut manifester. Voilà, Alexis Corbière va manifester demain. On continue avec lui et Valentin Pilate qui nous a rejoint dans le studio pour poser vos questions. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour Alexis Corbière. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Une question de Martine qui aimerait savoir ce que vous faites concrètement dans votre circonscription. Là, en sortant du Figaro par exemple, quel dossier sur la table? Il y a notamment le dossier que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des quartiers sur lesquels nous demandons, j'ai déjà écrit au ministre de l'Intérieur de l'époque, sur un problème de sécurité dans un quartier particulièrement. Ce que j'évoquais aussi sur cette question concrète des problèmes d'ascenseur sur lesquels je suis intervenu. Après, vous avez des problèmes divers, notamment de nos écoles, les écoles publiques qui sont assez sous-dotées en Seine-Saint-Denis et particulièrement dans ma circonscription. Et puis après, vous avez tout le quotidien d'un élu qui fait que vous avez des permanences et les gens viennent vous voir. Bien souvent pour vous poser des problèmes qui ne sont pas directement de votre responsabilité de député, mais que vous devez entendre, parce que des problèmes de logement, parce qu'eux-mêmes sont au chômage et qu'ils aimeraient que vous puissiez les aider, leurs enfants, etc. Ça prend énormément de temps et après vous avez tout un quotidien aussi de tissu associatif qu'il faut aller voir. Bon, c'est très prenant. Très bien. Une question de Ramzi. Si le président de la République proposait à votre mouvement, la France Insoumise, un gouvernement d'unité nationale, est-ce que vous l'accepteriez? Non, mais ça n'existe pas. Le problème aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Moi, on ne fait pas ça pour avoir quelques ministres. Le problème d'un gouvernement d'unité nationale, c'est sur quelle orientation? Pourquoi faire? À qui on va faire croire? Moi, je respecte les gens, que M. Bruno Le Maire, M. Jean-Luc Mélenchon et je ne sais pas qui vont mener une politique qui serait cohérente. Au bout d'un moment, les Français, il faut qu'ils aient le choix. D'accord, un choix. Et d'ailleurs, il me semble que la force de M. Macron était qu'il voulait être l'homme de la rupture. Et en fait, le problème, c'est qu'un an plus tard, on s'aperçoit qu'il est l'homme d'une continuité. Mais moi, je suis pour que la démocratie, moi, je suis un homme entier. Sans doute que peut-être certains qui me regardent se disent, je suis pas d'accord avec lui, mais je dis des choses et dans les urnes, vous choisissez. Le pire, c'est que quand tu votes pour un truc et qu'en fait, tu as autre chose. C'est comme quand on achète un produit. Quoi. Alors, beaucoup d'internautes sur Facebook, comme sur le Figaro.fr, là, qui nous regardent actuellement, considèrent, comme JM, que les élus de la France Insoumise, au final, seraient bien à la peine pour gouverner la France, je le cite, et qu'au final, vous êtes juste expert à critiquer en permanence certains élus. J'ajouterais juste le commentaire de pouce. Constructif, en fait. Pas assez constructif. Je rajoute juste le commentaire de pouce, qu'au final, voilà, il ne s'agit que de commentaires rageux et au final... Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Oui, bien sûr, non, je le comprends. Alors, premièrement, après, on peut toujours être meilleur. Hein. Peut-être que, bon, je les invite quand même à voir ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. Nous sommes ceux qui déposons le plus d'amendements, qui font le plus d'interventions sur le fond. Après, il y a un format aujourd'hui médiatique qui fait que souvent, effectivement, on est invité à réagir. Et c'est un peu le clash, un peu la fabrication, soit les chaînes d'infos. Alors, c'est vrai que souvent, on nous invite et que nous-mêmes, on fait entendre une voix d'opposition populaire à Emmanuel Macron. Mais quand même, on a eu un programme, quand même extrêmement fourni, qui s'appelait l'Avenir en commun. Et on fait un gros boulot à l'Assemblée nationale, on a une forte présence. J'invite, je ne sais pas quel est le prénom de cet auditeur, JM. Que JM, qu'il aille voir ce qu'on fait. Nous faisons beaucoup de propositions, que ce soit en termes de réforme institutionnelle, que ce soit sur les questions écologiques, que ce soit sur les questions sociales. Que JM regarde ça, peut-être après que c'est pas assez vu, peut-être qu'après on fait pas assez de boulot. Là, je reviens à la question tout à l'heure, que fait le député Alexis Corbière? Il est à la fois dans sa circonscription, mais il est aussi à l'Assemblée nationale. C'est une tension député parce que quand tu es en circonscription et que tu n'es pas à l'Assemblée, les gens vont dire mais tu fiches pas les pieds à l'Assemblée nationale. Et quand tu es à l'Assemblée et que tu es un peu moins dans ta circonscription, des fois les copains te disent mais ça fait une semaine que je t'ai pas vu. Pardon. Moi j'y habite, alors bon, mais j'essaie quand même d'avoir 2 grosses journées plus le week-end où on est sur les marchés. Consacré uniquement à la circonscription. Voilà, se promener sur les marchés, faire des initiatives. Olivier, j'aimerais que vous reveniez sur la 6ème République. Sa question est la suivante. Que va apporter cette fameuse 6ème République, si ce n'est qu'un tour de passe-passe pour nous faire rêver? C'est sa question. Ouais. Alors, d'abord, c'est la méthode. C'est-à-dire, moi, je veux convoquer une assemblée constituante, qu'on ait un grand débat constituant, que Olivier, moi-même, on va élire des députés constituants selon les propositions. Qu'est-ce que c'est qu'on veut? Ça, c'est important, parce que dans ce débat, on va se refonder comme peuple. On va décider quelles sont les règles que l'on veut se donner. D'accord? Mais comment ne pas revenir à la 4e, où il y avait une instabilité mais la 4e, permanente. mais alors arrêtons de critiquer la 4e, qui a mis en place la sécurité sociale, qui a mis en place beaucoup de réformes. Non, mais sur le plan politique, il y avait une instabilité chronique. Non, mais attendez, on est dans l'instabilité aujourd'hui. Vous croyez que c'est pas instable, la situation? Vous croyez pas que quand il y a la moitié des gens s'abstiennent aux élections législatives, quand Édouard Philippe ne soutenait même pas M. Macron, se retrouve à la tête du pays, l'électeur qui a voté Macron, il n'a pas voté Édouard Philippe. Enfin, on est quand même dans un problème, une situation un peu bizarre. Je veux prendre à contre-pied. Vous trouvez normal qu'une formation comme le Front National, qui va au second tour de l'élection présidentielle, soit quasiment pas représentée à l'Assemblée nationale? Vous trouvez normal que la France Insoumise, qui fait plus de voix que le PS, a 17 députés, alors que les socialistes en ont 35? Enfin, c'est bizarre ce système qui donne une prime à la République en marche majoritaire. Ce système n'est pas bon parce que ce qu'il porte en lui. Vous approuverez les 15% de proportionnel qui devraient être introduits? C'est peanuts. Moi, ce contre quoi je suis, c'est Vous êtes cette pour idée. une proportionnelle intégrale? Plutôt. Mais ce contre quoi je suis, c'est cette idée que ça va aller mieux en passant de 577 à 400 députés. Comme je suis pas idiot, je sais bien que démagogiquement, certains vont dire, de toute façon, les députés ne foutent rien, sont trop payés, on n'a qu'à les virer. Bon. Mais attention, premièrement, notre pays avait 577 députés lors de la mise en place de la 5e République en 58. Il y avait 40 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a 66 millions. Il faudra avoir
avoir moins de députés, il faudrait être le pays d'Europe qui a le moins de députés par rapport au nombre d'habitants. Qu'est-ce que le citoyen y gagne? Et je termine pour revenir à la question. Moi, je suis pour une 6ème République avec des droits nouveaux pour les citoyens, notamment le droit de révoquer les élus en cours de mandat, qui crée un cercle vertueux. C'est une proposition. Voilà, c'est une proposition qui avait déjà été formulée d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. Merci Alexis Corbière de la France Insoumise, député de la Seine-Saint-Denis. Merci pour vos réponses à toutes nos questions. Merci Valentin Pilate de nous avoir fait le traducteur de toutes les questions de nos internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures.